du groupe Énergie des Ponts, qui est beaucoup plus jeune que Centrale Énergie. Il a été créé début 2011. Je remercie beaucoup Cécile, Christiane et puis tout Centrale Énergie pour l'organisation de cette soirée. Je suis ravi de faire ce partenariat avec vous. J'espère que ça se reproduira. J'en profite pour vous féliciter parce que vous faites des conférences mois après mois depuis 6 ans en vous occupant de toute la logistique, etc. Donc, mes respects pour ça. J'en fais la même chose. C'est beaucoup plus facile au pont parce que c'est géré par l'association des anciens, la logistique, etc. On n'aurait pas pu vous accueillir aussi nombreux ce soir au pont. Donc, merci encore. Les collectivités face aux enjeux de l'énergie, l'objet des présentations qui vont suivre, c'est pas de vous faire un panorama exhaustif de tous les sujets qui peuvent être abordés. Vous avez pu le sentir dans l'invitation, c'est assez riche et il y a beaucoup de sujets. Donc on a fait le choix, donc après un petit panorama général que je vais vous faire tout de suite, on va faire quelques zooms sur, notamment avec Arnaud Brunel du CIPEREC, sur l'activité d'un syndicat intercommunal d'électricité et en particulier ce qu'il peut faire, ce qui peut être proposé, ce que peuvent faire les collectivités sur les enjeux de la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Et puis on profite également de la soirée pour faire un zoom sur la précarité énergétique qui touche les collectivités territoriales, qui est aussi un sujet qu'on peut voir aussi plus largement, mais on a estimé que c'était une bonne occasion de vous permettre de toucher du doigt ce sujet qui est appelé à grossir énormément dans les années à venir, malheureusement. Voilà, juste un ajout avant de commencer cette introduction. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez, plus largement que les sujets qui vont être abordés à travers la présentation, dans la phase d'échange qui aura lieu après. On va essayer de tenir à peu près en 1 heure les présentations qui vont suivre. Donc on devra avoir une bonne heure de débat dans la foulée. Voilà, donc, et par contre, merci de garder vos questions pendant la présentation et on les traitera après. Alors, pour une petite mise en jambe, vous avez dû observer que on parle de plus en plus d'énergie quand même dans le débat politique et dans les médias depuis quelques années. Traditionnellement, on parle plutôt de la production d'énergie, de l'énergie, pour ou contre le nucléaire. J'ai l'impression qu'il y a un problème de micro, non ça... Est-ce que vous entendez au fond? J'ai l'impression que ça saute. Est-ce que... Oui, comme ça, c'est beaucoup mieux. Non, c'est pas le même micro. Donc, traditionnellement, on entend plutôt des débats autour de la production. Pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les gaz de schiste, les tarifs de rachat des énergies renouvelables. On voit quand même ces dernières années monter en puissance d'autres sujets. La maîtrise de l'énergie, la précarité énergétique, et la territorialisation. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer ces derniers jours avec la conférence environnementale qui s'est tenue donc il y a quelques jours et qui aborde ces sujets, qui fait un zoom sur ces sujets, qui en fait des priorités, la rénovation thermique des logements, la précarité énergétique. Et puis pour l'instant, il y a ce débat sur la transition énergétique qui va se tenir lieu à partir de cet automne et jusqu'à l'été 2013. Pour l'instant, c'est pas exactement ce qu'il y aura dedans, mais on sait que les enjeux de maîtrise de l'énergie, d'approche locale, de territorialisation, c'est des choses qu'on va entendre. Je fais juste j'ai mis transition énergétique entre guillemets parce que on observe là-dessus une évolution sémantique intéressante. Il y a quelques années, la transition énergétique, c'était les écolos qui voulaient revenir à la bougie. Maintenant, en quelques mois, c'est devenu quelque chose qui est tellement banal, tellement officiel, que c'est le nom d'un grand débat qu'on va lancer, qu'on lance cette année. Je pense que ça veut simplement dire que aujourd'hui tout le monde, la société comme le politique, a pris conscience du fait que l'ère de l'énergie abondante et pas chère, où l'énergie n'était pas un sujet, en fait, est passée, est derrière nous. Et donc, quelque part, la transition, c'est quelque chose d'obligé. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller, mais en tout cas, on est conscient qu'il y a un mouvement. Je mets pour rappel les grands engagements de la France. C'est une toile de fond assez lointaine quand même. Vous avez sans doute, je ne vais pas insister dessus, hein, vous avez connaissance des engagements
du 3x20, donc à l'horizon 2020, qui sont invoqués parfois par le politique, et voilà, qui donnent des pistes, entre guillemets, d'action à court et moyen terme. Le facteur 4, c'est-à-dire la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à une référence de 90 ou 2005, je ne sais plus, à l'horizon 2050, là pour le coup c'est très très théorique. Et ce que je pense qu'on peut dire globalement, c'est que c'est pas ces engagements, ces objectifs-là qui sont le moteur de l'action politique aujourd'hui, et c'est vrai en centrale au niveau de l'État comme dans les collectivités. Alors, on parle d'une approche locale de l'énergie, donc qu'est-ce qui pousse les collectivités à s'approprier ces enjeux et à essayer d'y faire face aujourd'hui? On pourrait commencer par l'évolution de la réglementation dans la foulée du Grenelle de l'environnement. Il y a beaucoup de nouvelles réglementations autour des réglementations thermiques, autour de l'urbanisme, de l'aménagement, qui concernent les collectivités, on va y revenir. On peut mentionner ces acronymes barbares, les schémas régionaux climat, air, énergie, qui sont un exercice de co-construction de l'État et des régions pour donner des objectifs régionaux sur les économies d'énergie, la production d'énergie renouvelable, etc. Ou les plans climat-énergie territoriaux qui sont obligatoires d'ici la fin de cette année pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants. Et ça inclut un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du territoire et un plan d'action, entre guillemets, pour avoir une approche un peu transversale de ces sujets, énergie-climat. Alors, il y a cette réglementation, aujourd'hui c'est pas grand-chose de vraiment très contraignant, et on peut pas dire que ce soit ça qui soit le moteur de l'action des collectivités. Il y a d'autres choses, et on peut le prendre donc de plusieurs angles, dont certains vont être développés par Arnaud et Marie juste après. L'achat de l'énergie. Ça n'a pas dû vous échapper. On assiste à la fin des monopoles d'État sur la vente de gaz et d'électricité. Maintenant, c'est pas nouveau. Les tarifs réglementés de vente sont normalement voués à disparaître. En tout cas, c'est ce que demande l'Europe. Et donc, ça oblige les collectivités, comme d'ailleurs tout le monde, à devenir des acheteurs. Et donc, pour devenir acheteur, il faut commencer à connaître un peu le sujet. Ensuite, on a la diminution des ressources publiques. L'énergie devient un poste de dépense qui hier était l'épaisseur du trait pour une collectivité, mais qui devient de plus en plus sérieux. Donc c'est un budget à maîtriser. Il y a l'aspect social, sur lequel Marie va pouvoir apporter un éclairage plus important. L'augmentation de l'énergie, évidemment, elle ne touche pas que la collectivité en tant que consommatrice d'énergie pour ses écoles, ses gymnases, etc. Elle concerne les populations qui sont dans les territoires. Et en particulier les populations fragiles qui se tournent naturellement vers la collectivité, vers les CCAS, les centres d'action sociale, etc. Donc c'est aussi un biais par lequel les collectivités sont concernées. Et puis tout simplement, on parle de plus en plus de maîtrise de l'énergie, de production d'énergie décentralisée. Ça, qui est collectivité territoriale ou pas, ça implique de regarder les choses de plus près, à l'échelon local. Alors, en face de ça, il y a tout un tas de leviers d'action qui sont à disposition des collectivités, au moins sur le papier. C'est un peu arbitraire, mais on peut les découper en cinq grands morceaux. Il y a l'aménagement du territoire. Ça, c'est fondamental, mais c'est une action qui est vraiment de très long terme. On va pas s'apesantir dessus pendant la présentation, mais tout simplement, vous comprenez que quand une communauté urbaine décide de développer le transport public, les modes de transport doux de manière intensive, ça a un impact sur le transport et donc la demande d'énergie associée au transport. Quand on décide de faire du pavillonnaire diffus, ou alors une répartition spatiale des lieux de vie entre là où on travaille, là où on dort et là où on va faire nos courses, tout ça c'est des choses qui ont des impacts très directs
sur les consommations énergétiques de chacun. Et donc, le rôle qu'elles ont à travers l'aménagement du territoire, à travers les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale, etc. Et puis, leur rôle souvent d'autorité organisatrice des transports, leur donne des leviers assez puissants par rapport à ça, mais c'est vraiment sur du long terme, et aujourd'hui, c'est des thématiques qui ne sont pas forcément très bien appréhendées ou comprises de la part des collectivités, comme d'ailleurs de la part d'un peu tout le monde. C'est des sujets qui sont assez compliqués. La distribution, je ne vais pas du tout rentrer dessus. Arnaud Brunel, donc du CIPEREC, en dirait un tout petit mot, puisque le CIPEREC est une autorité concédante pour les réseaux d'électricité. Vous pouvez simplement retenir que les situations sont très variables entre l'électricité, le gaz et la chaleur, les réseaux de chaleur. Entre une collectivité dont toutes les collectivités sont propriétaires des réseaux, en tout cas les réseaux électriques, je ne sais plus exactement pour le reste, aussi pour le gaz. Mais par exemple pour l'électricité, ça va être très différent selon que le réseau est opéré par EDF, ce qui est le cas pour 90 et plus du territoire, ou que le réseau est géré en régie. Et là, l'implication est nécessairement très très différente, avec des impacts très différents sur la politique d'énergie, puisque ça inclut également la fourniture d'électricité, etc. Il y a la consommation, j'en ai dit un mot. Il faut diminuer la consommation du public. Donc c'est l'éclairage public, c'est les bâtiments, etc. Et donc il y a des choses à faire là-dessus, clairement. Les énergies renouvelables, ça peut être favorisé, développé. Il faut savoir que c'est aussi, et notamment la chaleur, qui est quelque chose de, par essence, très local. Il faut savoir que dans certains cas, dans certains territoires, il y a des vrais enjeux de petites filières économiques qui peuvent se développer et représenter quelque chose de significatif à l'échelle d'un territoire. Et donc c'est aussi une raison pour laquelle il y a certains endroits où on va chercher à développer les ENR. Je pense par exemple à l'éolien offshore. Parmi les négociations qu'il y avait entre les collectivités et les répondants d'appel d'offres, il y avait le fait qu'il fallait implanter localement les usines d'entretien, enfin pas forcément de fabrication, mais au moins de maintenance, etc. du parc. Donc les enjeux économiques peuvent être significatifs derrière. Et puis enfin, il y a l'incitation. Il y a des subventions locales pour faire du renouvelable. Il y a de la sensibilisation auprès du grand public. Simplement, une collectivité peut être exemplaire, mais toute seule dans son coin. Mais si elle ne fait rien vis-à-vis du reste des acteurs du territoire, les entreprises, le grand public, etc., c'est complètement illusoire de vouloir atteindre des objectifs ambitieux tels que le 3 fois 1, le facteur 4. Donc la collectivité doit avoir ce rôle d'entraînement, de coordination locale sur le sujet. Voilà, je vais passer la parole à Arnaud, puis à Marie. Donc vous l'avez compris, on va pas traiter l'ensemble de ces aspects-là. On pourra revenir sur certains autres aspects qui vous intéressent pendant les questions-réponses. Donc, à travers la présentation d'Arnaud, on va parler consommation et énergie renouvelable. Et puis Marie nous fera saisir d'un peu plus près la question de la précarité énergétique. Voilà, je leur laisse la parole. Et donc Arnaud va commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est que le CIPEREC, un syndicat d'électricité. Voilà, je te laisse la parole. Bonsoir. Oui, donc je vais essayer pour répondre à la demande, à la sollicitation de l'association des ponts et de centrales, en une demi-heure de vous brosser donc un exemple de collectivité que nous sommes. Je travaille pour le CIPEREC, donc de vous présenter en quelques mots le syndicat d'énergie que nous sommes. Il m'a été demandé aussi de vous balayer un peu le contexte énergétique, donc là pareil, très, très rapidement, et de vous donner quelques exemples de ce que peut faire une collectivité, de ce que nous faisons en matière de maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable, donc un exemple pour la chaleur et un exemple pour l'électricité. Voilà. Et puis après, j'imagine qu'au cours du débat, nous échangerons peut-être sur d'autres sujets. Donc le CIPEREC, un syndicat intercommunal, qui regroupe une centaine de collectivités en Île-de-France,
sur 7 départements. Le syndicat est né sur une compétence qu'on appelle la compétence électricité, c'est-à-dire c'est l'ensemble de 80 villes autour de Paris qui ont transféré la propriété du réseau de distribution d'électricité, c'est-à-dire les lignes basse tension et moyenne tension, BTA-HTA, au syndicat en 1924 pour gérer le réseau électrique autour de Paris et des petits bouts de Paris, du bois de Vincennes et du bois de Boulogne. Voilà, c'est historique. Et ensuite, le syndicat s'est développé donc sur d'autres collectivités et sur d'autres compétences. C'est-à-dire la compétence initiale qui est, nous avons la propriété des réseaux de distribution d'électricité. Nous avons aussi une compétence optionnelle qui est développement des énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'une cinquantaine de collectivités, des villes, des comités d'agglomération, des conseils généraux, nous ont transféré leurs compétences, c'est-à-dire qu'on peut agir pour elles, pour faire, on verra, du solaire, de la géothermie ou d'autres sujets. Nous avons aussi une compétence en matière de télécommunication, notamment en matière de fibre optique, mais également de câbles. Et nous avons 2 groupements de commandes. C'est-à-dire que nous sommes coordonnateurs de groupements de commandes où il y a dans un cas environ 150 adhérents, dans l'autre 160, donc des collectivités ou des organismes publics de type OPH par exemple, Office HLM, qui adhèrent. Dans un cas, c'est sur l'achat d'électricité et la maîtrise de l'énergie. Donc nous, en tant que coordonnateurs, on va par exemple passer des marchés pour des audits énergétiques ou autres, on verra un exemple, et nos adhérents peuvent en profiter. Ou dans un autre cas pour tout ce qui est la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, ou d'autres sujets liés aux télécoms. Il y a aussi le SIG. Voilà les actions du syndicat d'énergie que nous sommes, énergie et télécommunications. Donc 2 mots sur la distribution d'électricité pour qu'on partage ensemble. Donc le réseau en France, vous avez un réseau de transport qui est géré par RTE. Et on a une frontière qui s'appelle le poste source entre le réseau de transport et le réseau de distribution, dont le CIPEREC qui est propriétaire pour les 80 communes autour de Paris. Et donc c'est au niveau de ce poste source que va sortir la HTA. Et après, dans nos villes, nous avons des postes de distribution publique où la moyenne tension, la HTA, vous en voyez quand vous vous promenez avec la petite affichette qui signale le danger de ne pas rentrer, qui va transformer la HTA en BT, en basse tension, pour alimenter l'ensemble des clients, sauf bien entendu les clients qui se font livrer en HTA, la majorité sont en basse tension. Voilà. Donc les syndicats d'énergie, il y en a sur l'ensemble de la France, sont propriétaires du réseau de distribution et, comme l'a rappelé Julien, sur environ 95% du territoire, ont un contrat de concession, une délégation de service public avec EDF et ERDF qui exploitent ce réseau. Donc il y a deux missions, une mission de distribution d'électricité, donc anciennement EDF et maintenant ERDF, et une mission de fourniture d'électricité au tarif réglementé, donc là qui est confiée à EDF. Et comme tout concessionnaire dans toutes les délégations de service public, les concessionnaires se rémunèrent auprès des usagers, donc c'est le tarif réglementé de vente que vous connaissez pour l'achat d'électricité, ou le tarif d'acheminement pour la partie réseau, verse des redevances à l'autorité concédante, au syndicat, et ils gèrent le service public à leurs risques et périls. Voilà. Donc c'est ce qui lie les collectivités à EDF et ERDF sur 95% du territoire pour distribuer l'électricité et fournir de l'électricité aux tarifs réglementés. Voilà une courte introduction pour vous présenter le CIPEREC. Je vais en quelques slides vous présenter un peu le contexte, comme ça m'a été demandé. Alors c'est difficile parce que c'est très dense, l'énergie. Donc en premier, je voulais rappeler quand même la maîtrise de l'énergie. C'est pas récent, ça fait 40 ans qu'on y travaille. Quand je dis on, c'est les collectivités, les entreprises, mais également l'État à travers les différentes agences qui ont pu être créées. Et c'était pour rappeler que quand même depuis les premiers chocs pétroliers, vous connaissez aussi bien que moi, 73, 79, la guerre du Cupo et la mort du Shah d'Iran, donc les deux chocs pétroliers des années 70, il y a eu aussitôt la création de l'Agence pour les économies d'énergie, et après, au fur et à mesure de l'histoire, 79, c'était le commissariat à l'énergie solaire, déjà, et la 2E avait plus de moyens, avec notamment la fameuse chasse au gaspillage que vous avez peut-être en mémoire. Ensuite, il y a eu la création de l'AFME qui s'est transformée
en ADEME en 91, donc toujours orienté vers maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable, sachant qu'ils ont bien entendu d'autres missions dans l'agence de l'environnement. Donc c'est quand même une problématique ancienne, hein, ça ne date pas du Grenelle ou de là. Il y a toujours eu un souhait de la France de diminuer sa dépendance notamment aux énergies fossiles et de maîtriser ses consommations. Et on peut dire peut-être heureusement, parce que si on regarde nos consommations d'énergie depuis les années 70, alors vous allez me dire, bah, à ce moment-là, les 40 ans de maîtrise de l'énergie qu'on a fait sont un véritable échec, hein, puisque si on regarde, on est sur une progression lente, mais quand même très régulière, hein, hormis quelques petits pics. Mais peut-être heureusement qu'il y a eu 40 ans d'efforts, plus ou moins modestes, selon les années, selon le développement, hein, quand on est dans des phases où l'industrie est en pleine progression, toutes les entreprises se développent, c'est normal que les consommations augmentent. Et donc peut-être qu'il n'y aurait pas eu ces 40 ans d'action, que la courbe elle aurait été beaucoup plus violente. Mais en tout cas, on est, depuis, je suis parti des années 70, sur une augmentation constante, régulière, de nos consommations d'énergie. On n'a jamais connu de baisse, ou alors marginale. On est vraiment sur, on consomme de plus en plus d'énergie, avec quelques particularités liées à la France, hein, que vous connaissez. C'est le chauffage électrique, qui est très présent en France, hein, puisqu'on va, c'était dans le rapport RTE 2012, avec des pics qui ont dépassé les 70% dans le neuf, et là maintenant avec une nouvelle réglementation thermique ça diminue, mais c'est encore très présent, qui implique bien entendu des spécificités, notamment au niveau de notre réseau, puisque le chauffage, tout le monde en a besoin en même temps, hein, c'est pas l'été quand on met le chauffage, en même temps, dans le sens, à la même période, l'hiver, les jours très froids, et généralement à la même heure, hein, quand les gens rentrent. Donc on a ce qu'on appelle, vous en avez certainement entendu parler aussi, des pointes, et c'était aussi pour illustrer ce contexte énergétique français. On a des pointes électriques qui deviennent assez importantes, hein, puisque pour reprendre les mots de RTE dans leur dernier bilan, en février 2012, l'importation d'électricité s'est élevée avec plus de 9 gigas à une valeur jamais atteinte jusqu'à présent, proche des limites physiques du réseau d'interconnexion. Voilà. Et donc pour la première fois, en 2012, on a dépassé les 100 gigas de consommation d'élec, voilà, de puissance appelée. Voilà. Donc, mais on voit, hein, là on le sait plus récent, mais ça fait sur une dizaine d'années, on voit qu'on est vraiment dans une augmentation régulière de la puissance appelée sur le réseau. Donc que ce soit les consommations, la puissance appelée, on est sur une phase de croissance de nos consommations, de nos puissances appelées en matière d'énergie. Voilà. Toujours par rapport au bilan, hein, avant de vous présenter des exemples d'action, il est intéressant de revenir sur un passé assez récent, puisque c'est la loi POP, hein, pour ceux qui se souviennent, avec la ministre Nicole Fontaine en 2005, le grand débat sur l'énergie, débat national sur l'énergie, il y en a régulièrement, le prochain arrive là dans un mois, et à la fin de ce débat, on a fait une loi d'orientation, la loi POP, Programmation des orientations de la politique énergétique, où on s'est fixé un objectif, notamment aussi vis-à-vis de l'Europe, hein, par rapport à des directives. On s'est dit, nous sommes en 2005, en 2010, il faut que 21% de nos consommations d'électricité soient issues d'énergie renouvelable, sachant qu'on avait déjà une belle base grâce à nos grands barrages. Hein. Et donc l'objectif, c'était d'arriver à 21% de la consommation, au niveau électricité uniquement, pas toute énergie renouvelable, hein, pas chacun. Et donc maintenant qu'on est en 2012, on peut se retourner pas très loin pour voir si on a atteint cet objectif, et on voit qu'on en est loin. On en est loin dans le sens où on a constamment stagné. Non pas que la part de production à partir d'énergie renouvelable n'ait pas augmenté, mais c'est que la consommation a augmenté autant. Hein. Donc en pourcent, on est très proche, hein, hormis quelques variations. Voilà. Donc c'est quand même à avoir en tête par rapport à des nouveaux objectifs qui vont nous être fixés dans quelques mois, par rapport aux 3x20 qui ont été cités, hein, et pour l'Europe, si au niveau de la France, ça fait un objectif de 23% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Voilà, il va peut-être falloir accélérer si on tient compte du passé. Toujours pour terminer la présentation, il y avait deux choses qui moi m'ont marqué, donc je voulais partager avec vous ce soir. Vous connaissez le GIEC, hein, sur le climat, qui regroupe quand même un très grand nombre de pays. Donc on peut penser que les publications du GIEC
sont des choses quand même assez consensuelles, c'est-à-dire qu'elles sont scientifiquement correctes, elles sont partagées, sous-pesées, mais comme partout, quand vous devez avoir un consensus entre de nombreux acteurs, ben, vous êtes obligé d'éliminer un peu les coins pour regarder ce qui fait consensus. Et quand on regarde ce rapport du GIEC, donc, qui a été transcrit au niveau national par Météo France, ben, ça nous dit que si on augmente la température de 1 degré, nous allons avoir au niveau des littoraux des risques importants d'inondation, d'érosion, submersion. Donc on voit tout le littoral qui est concerné, donc c'est quand même des parts assez importantes. Dans les grandes villes, un peu comme on a eu en 2003, on aura des problèmes de vagues de chaleur, d'îlots de chaleur, hein, c'est-à-dire qu'il va faire très très chaud pendant la journée, et comme on a de moins en moins de surface verte, hein, on a beaucoup de bitume qui va absorber la chaleur pendant la journée, et qui après la relâche la nuit, ben on aura des phénomènes de vagues de chaleur. Donc là c'est toutes les villes avec les points rouges, hein, qui sont critiques pour le GIEC et Météo France, et bien entendu des problèmes de pollution, d'inondation urbaine lors des fortes pluies. Sur les montagnes, là il faut monter à plus 3 degrés, il y a une disparition totale des glaciers pour tous les points indiqués. Hein. Donc fini, il y aura de la pierre au sommet de la montagne, il n'y aura plus de glaciers. Et ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Pour ceux qui ont l'occasion de faire la haute montagne, parfois quand vous allez vous monter avec un guide qui va avoir on va dire plus de 40 ans, 50 ans, il va vous dire, ben moi il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai démarré, là je commençais à chausser les crampons, et puis vous voyez les glaciers, vous avez encore 3 heures de marche pour y arriver. Vous vous dites, c'est impressionnant, c'est à l'échelle humaine, c'est pas sur plusieurs siècles. Que dit le GIEC et Météo France? Ils disent, ben, au niveau du sud de la Loire, alors un peu en dessous, hein, c'est là qu'ils ont mis leurs limites, il va y avoir des sécheresses plus intenses et des feux de forêt plus fréquents. Et donc voilà en gros les endroits qui nous restent qui seront entre guillemets moins touchés, moins concernés. C'est les zones en vert entre les points rouges et entre les lignes bleues. Donc moi je trouve que quand des organismes comme le GIEC ou Météo France nous livrent des cartes comme ça laisse quand même à réfléchir, hein, sans vouloir prendre aucun parti. On se dit c'est quand même alarmant, surtout que le plus 1, plus 2 degrés, il est quasiment inéluctable, à moins d'avoir un changement énorme, et pas qu'au niveau de la France, mais au niveau de tous les pays mondiaux. On est parti vers ça. On parle plus aujourd'hui d'adaptation au changement climatique à côté de la lutte, mais on est plus dans l'adaptation. Et quand on voit des cartes comme ça, il y a vraiment de quoi se dire il faut y aller, et il faut y aller vite et fort. Voilà. Et dans les autres signaux, ben, je ne m'étendrai pas puisqu'on va avoir ensuite un exposé que là-dessus, c'est au niveau de la précarité qu'on peut vivre nous, par exemple, en tant que syndicat intercommunal au quotidien, avec dans nos villes adhérentes de plus en plus de monde dans les CCAS, hein, au niveau des actions sociales. Et quand on lit qu'il y a 3,8 millions de ménages qui sont considérés comme précaires parce qu'ils ont un taux d'effort énergétique supérieur à 10% de leurs revenus, c'est-à-dire qu'ils payent plus de 10% de leurs revenus sont consacrés à l'énergie, et que ça touche aussi bien des jeunes que des retraités, que des personnes qui sont en situation d'emploi, parfois d'emploi précaire, mais également des gens qui sont propriétaires occupants ou des gens qui sont bailleurs. On voit qu'il y a un tel spectre de population qui est touché, et un tel nombre, 3,8 millions de ménages, que c'est vraiment, au-delà des aspects environnementaux, l'énergie est vraiment un problème qui est devenu crucial, en tout cas pour la France. Voilà. Pour conclure, un bilan qu'il nous faut assumer, hein, en 3 points, je vous propose un système devenu fragile. Au niveau électricité, on a des réseaux qui sont fragiles, avec de plus en plus d'appels de puissance, hein, on voit sur les courbes notamment RTE, avec en parallèle des événements climatiques, où là, je crois que vous avez vu une conférence le mois dernier, ou il y a 2 mois, sur le changement climatique. C'est certainement peut-être pas une science exacte, mais en gros il y a quand même un consensus pour dire que même si on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il y aura des canicules, quand est-ce qu'il y aura des inondations ou autres, il y a un consensus pour dire qu'il y aura des événements météorologiques de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Hein, on le voit sur les différentes tempêtes là, qui ont mis à mal les réseaux de distribution. Et la problématique de la pointe électrique qui est à gérer, qui va continuer à être à gérer sur quelques années. Voilà. Au niveau des gaz et produits pétroliers,
c'est peut-être le plus simple, hein, les risques internationaux et la fin de l'abondance à bon marché. Alors la fin du pétrole, ça fait des décennies qu'on dit que c'est demain la fin du pétrole, donc on ne va pas dire c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. En tout cas, un jour j'étais dans une conférence où le conférencier disait le prix du pétrole, c'est une balle de ping-pong dans un ascenseur qui monte. Je pense que l'image était belle, c'est que globalement, on est sur des prix à la hausse, même si pour X raisons économiques ou autres, il peut y avoir de temps en temps des baisses, on est sur une augmentation continue du prix du pétrole, et on est vraiment sur la fin de l'abondance à bon marché, que ce soit le pétrole ou le gaz, même si les gaz de schiste arrivent. Voilà. Dans le bilan qu'on a à assumer, c'est une insoutenabilité sociale et environnementale, donc la précarité énergétique qui va être développée ensuite, la pollution de l'air, de l'air mais aussi de l'air intérieur, qui est plus pollué que l'air extérieur, par les énergies fossiles connues mais faiblement prises en compte. Il y a une sorte de fatalisme. On a l'impression qu'on voit parfois à Paris notamment tout ce qui est produit comme carte au niveau de la qualité de l'air. Moi je trouve que les données sont particulièrement alarmantes. On dirait mais vous avez une carte comme ça, il faut de suite agir de manière très très forte. Mais c'est communiqué et on progresse, on améliore. On va essayer de limiter un peu le trafic, etc. Mais on a l'impression que très clairement, pour toutes les grandes villes, pas que Paris, mais également le problème de transport de manière plus globale au niveau national, que les réponses ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux. Voilà. Et une empreinte écologique insupportable, là vous connaissez peut-être aussi, c'était le WWF avec d'autres acteurs qui avaient fait ce qu'ils appelaient les planètes, c'est-à-dire pour chaque pays, ils avaient étudié si la planète entière vivait comme ce pays-là, combien il faudrait de planètes pour prendre toutes les matières premières qu'on utilise, mais aussi pour les recevoir sous forme de déchets. Et donc pour nous, la France, si le monde entier vivait comme les Français, il nous faudrait 3 planètes Terre pour correspondre à notre mode de vie. Donc on peut parler d'un développement insoutenable. À moins qu'on considère que les autres pays n'ont pas à consommer comme nous. Voilà. Et enfin, un point qui me paraît assez important, c'est que globalement, le sujet énergétique est très peu connu en France. Quand je dis très peu connu, c'est les citoyens, ou même les élus, ou même tout un tas d'entrepreneurs. On est encore, alors moins aujourd'hui, il y a quand même des changements depuis quelques années, mais on est encore sur le mythe de l'énergie un peu abondante et peu chère. L'énergie, ça fonctionne. Vous rentrez n'importe où, vous appuyez sur un bouton et ça marche. On va pas plus loin. Vous pouvez demander... j'avais fait une intervention dans un master, je ne sais plus si c'était en environnement ou en énergie. Vous preniez les 30 étudiants ou les 40, vous leur demandiez par exemple la consommation de leur voiture, pour ceux qui avaient une voiture. Ils pouvaient vous dire ça va faire 7 litres au 100, 6 litres. Ils avaient l'ordre de grandeur, peut-être pas le chiffre exact. Vous leur demandiez leur portable, leur forfait, le nombre de SMS ou le nombre d'heures, ils avaient à leur près ce qu'ils consomment, ce qu'ils envoient, etc. Vous leur demandiez combien de kilowattheures ils utilisent pour le chauffage ou en règle générale pour toute leur consommation, on n'a pas un qui vous répond. Mais pas un. L'énergie, c'est on le consomme, c'est encore pas trop cher, on appuie, ça fonctionne. Mais c'est un sujet qui est complètement inconnu. Et alors c'est peut-être pas le cas dans toutes les villes, mais vous avez aussi un grand nombre d'élus ou d'élus ou de directeurs généraux. Vous allez dans une commune, vous leur demandez combien vous consommez d'énergie, quel est votre budget, etc. Un peu moins maintenant vu que ça commence à monter, mais c'est un grand blanc. Voilà. Et vous avez une forte probabilité, vous pourrez interroger votre boulanger demain quand vous allez acheter votre baguette, combien de kilowattheures vous consommez, je ne pense pas qu'il pourra vous répondre. Donc globalement, en France, l'énergie par rapport à d'autres pays est un sujet très peu connu. Très très peu connu. Oui. Je peux juste me permettre sur ce sujet-là, il y a le fait que souvent on n'a pas la maîtrise directe. Surtout dans des immeubles, vous ne voyez pas combien vous consommez vous, c'est réparti sur l'ensemble. Donc c'est pas seulement la question que est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, on sait peut-être combien on le paye, parce que ça fait un kilowattheure. Voilà. Alors même combien on le paye, souvent on ne le sait pas. Les gens sont mensualisés ou les payent, ils ont peut-être un ordre de grandeur, mais c'est quand même vague. Mais vous avez tout à fait raison. Par exemple, en France, on a environ la moitié des compteurs qui sont, entre guillemets, compteurs électriques, là je parle, pardon. Bon, en tout cas, sur notre concession, la moitié des compteurs qui sont inaccessibles. Ils sont accessibles, ils sont dans une colonne montante, dans une cave, ou disons qu'ils ne sont pas à la vue de la personne au quotidien. Mais ceci dit, personne n'a demandé
dit voilà, mon compteur est inaccessible, débrouillez-vous, je veux une information chez moi, spontanément, alors que je pense que les gens sont très intéressés quand sur leur voiture, ils peuvent appuyer sur un bouton et avoir leur consommation instantanée ou moyennée. D'ailleurs, quand ils la regardent et en instantané, ils ont plutôt tendance, je pense, à lever le pied, quoi, parce que ça peut être impressionnant. Voilà. Voilà. Ceci dit, il faut reconnaître qu'il y a une prise de conscience, notamment à travers le changement climatique et par rapport à l'augmentation des prix, très, très, très clairement. Voilà. Voilà. Et donc on aboutit à la légitimité des collectivités locales, hein, alors qui est une légitimité liée à leur rôle qu'a présenté Julien tout à l'heure, hein, qui n'est pas sur tous les sujets. Mais donc si on rappelle quelques-uns de leur rôle comme ça a été fait par Julien, elles sont déjà consommatrices d'énergie, donc elles se doivent de connaître leur consommation, chercher à les réduire, à être un peu exemplaires. C'est sûr que si au quotidien votre enfant va dans une crèche, une école primaire, puisqu'après les collèges ou les collèges pour les départements, et qu'elle voit que tout est allumé partout, peut-être que l'enfant, après quand il rentre chez lui, ça ne lui vient pas à l'esprit d'éteindre, hein. C'est aussi bête que ça. C'est simple, hein. Pour revenir sur ce que vous disiez, je pense qu'en France, on a une grosse différence entre l'eau et l'énergie. Si on prend l'exemple d'une école ou d'un bureau dans votre entreprise, si vous avez un robinet d'eau qui reste ouvert, la première personne qui va passer devant, ça va la choquer et la personne va fermer le robinet d'eau. On peut en être quasiment sûr. Si vous passez dans un couloir qui est allumé alors qu'il fait jour, qu'il n'y a pas besoin, il va falloir qu'un paquet de personnes passent avant que la mine qui cherche l'interrupteur et qui va l'éteindre. Alors que c'est pareil. Dans un cas, c'est le robinet d'électricité, dans l'autre cas, c'est le robinet d'eau. Mais culturellement, l'énergie, on n'a pas encore intégré. Donc, dans le rôle consommatrice, c'est là-dessus que je vous ferai un court focus pour vous présenter une des actions qu'on mène. Donc, autorité organisatrice et concédante des réseaux d'énergie, donc c'est la cité pour le gaz, pour l'électricité et parfois pour les réseaux de chaleur quand il y en a. Aménageuse, ça c'est un rôle important, on peut jouer sur l'énergie, tant si vous décidez de créer une zone pavillonnaire à 10 km de votre centre-ville où tout le monde va devoir venir en voiture pour acheter le pain, ou si vous réfléchissez un peu différemment à votre aménagement. Les collectivités peuvent également produire, c'est là où je montrais un court exemple en matière de chaleur et d'électricité. Et bien entendu, elles ont un rôle, elles sont incitatives. Elles peuvent soit montrer ce qu'elles font sur leur patrimoine, afficher les étiquettes d'énergie, montrer que peut-être que l'étiquette n'est pas bonne, mais qu'elles ont un projet de programme sur 3, 4, 5 ans pour améliorer. Elles peuvent aussi créer tout ce qui est les agences locales de l'énergie, les espaces info-énergie, ou les soutenir pour faire du conseil aux habitants, aux petites entreprises, etc. Voilà brièvement le contexte que je tenais à vous rappeler, même si ça ne couvre pas tout le sujet de l'énergie. Alors en matière de collectivité, alors quelques chiffres sur les consommations. Alors j'ai un problème, c'est que ces chiffres s'arrêtent à 2050, je ne vais pas vous en donner les plus récents, mais il y a eu des études très intéressantes, EDF, ADEME et AITF, c'est l'Association des ingénieurs territoriaux de France, pendant X années avec les mêmes questionnaires, donc on peut vraiment comparer les chiffres, et malheureusement le 2010 n'a toujours pas eu lieu. On espère qu'il va arriver prochainement. Donc j'ai préféré quand même vous montrer ces chiffres qui ont l'intérêt qu'on peut les comparer sur une grande période, et j'espère que prochainement vous pourrez retrouver les chiffres 2010. Voilà. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie pèse quand même pas mal pour nos collectivités, et on voit que ça augmente fortement chaque année, hein. On prend quasiment plus 20% entre 2005 et 2000. Voilà. C'est en euros constants ou courant? C'est une bonne question. J'espère que c'est des... Parce que si c'est courant, ça ne va pas augmenter. J'espère que c'est des euros constants, ça me paraîtrait plus logique, mais j'ai pas le... Là, je pourrais vous le retrouver. C'est une bonne question. Et il y a environ, selon cette enquête, en gros, la majorité c'est les bâtiments communaux, 75%, après l'éclairage public et bien entendu la flotte de véhicules. Donc ce qu'on soit en kilowattheure ou en euros, ça diffère un peu, mais vous avez vraiment, l'idée c'est de vous montrer l'ordre de grandeur, qui reste à peu près le même, avec des bâtiments qui sont, selon cette étude de DFADEM, aux alentours de 150 kWh par mètre carré par an. Donc, par rapport aux 80 kg sur le neuf, vous voyez qu'on a une belle marge pour travailler
avec les collectivités pour amener à réduire les consommations, hein, que ce soit les bâtiments administratifs, les écoles ou autres. C'est la moyenne qu'il faut voir. Alors, je regarde le temps parce que j'avais le droit à une demi-heure, ça se rapproche, je vais essayer d'accélérer. Il m'a été demandé de vous présenter l'exemple d'un syndicat intercommunal, hein, de ce qu'on peut faire pour des communes. Donc, je ne vais pas vous le détailler, mais on a un groupement de commandes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous en parlerai encore un tout petit peu. On a aussi un regroupement de nos collectivités pour récupérer leurs C2E, les certificats d'économie d'énergie, les certificats blancs, donc déjà pour les récupérer, hein, monter les dossiers, etc. Et après, derrière pour les valoriser, puisqu'il faut avoir un certain volume de C2E pour avoir le droit de les vendre en direct. Enfin, une fois par an, vous avez le droit de le vendre même si vous êtes avec le volume. Donc l'idée de l'intercommunalité, c'est de dire, bah, tiens, là c'est 36 communes qui sont groupées au sein du CIPEREC, on se regroupe, comme ça on a plus de CE, on peut les vendre plus souvent et on espère un meilleur prix. En partant du principe que l'union fait la force. Et en matière de solaire et de géothermie au Dogger, je vous ferai un petit focus. Ensuite, voilà les services qu'on développe à un niveau intercommunal. Donc sur l'aspect maîtrise de l'énergie, on a donc un groupement de commandes où on a environ 150 collectivités organismes publics qui adhèrent. Et nous, en tant qu'intercommunalité, quel est notre rôle, quel est notre job? Ça va être de bien réfléchir à quels sont les besoins de nos collectivités, parce que c'est pas si évident que ça, ils ne les formulent pas forcément de manière très claire, tant au niveau bâtiment qu'éclairage public que de suivi des consommations, et de passer des marchés auprès de bureaux d'études, de prestataires, et après, chacun de nos adhérents peut utiliser ces marchés directement. Alors ça va vous paraître un peu simpliste, mais tout simplement une collectivité qui a envie de faire, elle est contrainte par le code des marchés publics, hein, elle a des règles à respecter, et donc parfois c'est très long pour elle, et elle a un besoin immédiat. Donc l'idée du groupement de commandes, c'est de dire que ces marchés de diagnostic, d'audit, sont passés à un niveau intercommunal, et ensuite, donc la mise en concurrence est faite selon le code des marchés publics, des prestataires sont retenus, et ensuite, chaque collectivité peut utiliser directement les marchés, avec un prix donc, qui est défini, hein, puisque c'est au moment de l'appel d'offres que nous passons, et par simple ordre de service. Ils n'ont pas besoin de remettre en concurrence. Donc si jamais, je prends un exemple, ils font un chantier de rénovation, ils ont un doute sur la qualité des travaux et ils voudraient faire un test d'étanchéité à l'air, pof, dans un de nos marchés, il y a prévu des tests d'étanchéité à l'air, donc ils peuvent de suite commander. Voilà. Ils savent que ça existe, que les prix sont négociés, puisque quand vous négociez un marché pour 150 collectivités, vous avez des meilleurs prix. Les bureaux d'études qui répondent, ils répondent en une fois pour 150, c'est plus favorable pour eux que de répondre à autant d'appels d'offres où vous pouvez avoir une incertitude à chaque fois. Et donc nous, notre intérêt au niveau intercommunal, c'est essayer d'inciter les collectivités à faire le plus possible en matière de suivi des consommations et de maîtrise des coûts, en leur disant c'est moins cher et la commande est simple, la commande est facile. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important pour nos adhérents. Voilà. Donc là, c'était l'exemple de l'audit énergétique, mais je ne vais pas vous en parler par rapport au timing. Et sur la maîtrise de l'énergie, nous avons une première pierre qui, là aussi, va peut-être vous paraître un peu basique, mais qui repose sur la connaissance et le suivi des consommations et des coûts. Pour l'ensemble de nos adhérents, nous avons un logiciel où on suit leur consommation d'électricité, et après, il y a la possibilité pour chaque adhérent de le mettre aux autres fluides, et les coûts associés, avec des alertes automatiques, etc. Et il y a beaucoup de collectivités qui, malgré les services que peuvent proposer les énergéticiens, malgré parfois que vous avez un technicien qui a au sein de la vie à faire ses tableaux Excel lui-même, il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas cette première pierre. Voilà. Donc elle peut vous paraître basique, mais elle est vraiment intéressante. Et c'est un peu comme le compteur de la voiture, le fait de connaître sa consommation et de la suivre, ça change tout. Voilà. Et donc pour un petit exemple, là, sur le dernier marché qu'on a passé, on en est sur les 2 années à 150 bâtiments audités et 550 bâtiments qui ont eu soit un diagnostic de performance énergétique, un test d'étanchéité à l'air ou des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc ça fait qu'en 2 ans, on a touché 700 bâtiments. Voilà. Donc c'est très modeste hein, par rapport à l'enjeu de rénovation qu'il y a, mais c'est une pierre à l'édifice. En matière de solaire, là,
pareil, à notre niveau intercommunal, l'idée c'est de faciliter et de faire. Hein. Donc on se charge de l'intégralité des projets pour les collectivités, nous transfère la compétence énergie renouvelable, depuis les préétudes, en passant par le financement et les travaux, et bien entendu tout ce qui est les démarches de raccordement RDF, de facturation EDF pour la vente d'électricité et d'exploitation au quotidien de suivi des centrales. Et là, pour nous, le niveau intercommunal, le but c'est déjà de diminuer le plus possible les coûts, surtout que les tarifs d'achat en solaire qui ont été très élevés à une époque ont littéralement chuté, ils baissent tous les 3 mois de 10%, donc c'est quelque chose de vraiment conséquent, surtout quand dans les collectivités on est sur des ERP, hein, des établissements recevant du public, donc on a des coûts que n'ont pas lorsqu'on fait un hangar agricole ou un parking de supermarché. Très clairement, on a des coûts plus élevés. Et le fait de cette mise dans le solaire photovoltaïque a permis de maintenir des projets sur notre territoire pour suivre les délibérations de la région Île-de-France, puisqu'on demande des subventions pour les parties isolation. Parce qu'on ne fait pas un chantier solaire sans l'isoler. On a un principe, c'est qu'on coupe toujours la MDE et les ENR. Si on pose des panneaux solaires, on met 30 cm d'ISO. Voilà. On fait bien sûr faire l'étude thermique qui va nous dire il faut mettre 10 cm, 15 cm, 20 cm. On ne se casse pas la tête. Après, on met 30, puisque la laine de roche, elle ne vaut rien. Donc, vous mettiez 20 ou 30, vous avez le même coût. Très peu d'argent près. Voilà. Et donc, on suit les délibérations de la région et on s'est aperçu que sur les 2 dernières années, nous sommes la dernière collectivité en Île-de-France à faire encore du solaire. Voilà. Très clairement. Donc ça, c'est, je pense, ou alors certains enfants sont demandés dessus, c'est possible aussi. Mais on voit l'intérêt de l'intercommunalité. On a plein de villes qui le feraient pas en direct, quoi. Que ce soit par rapport au coût ou par rapport à la complexité avec des normes qui changent chaque année. Voilà, bon, quelques photos de ce qu'on a fait. Je ne sais pas si on voit très bien Choisy-le-Roi. On avait des choses intéressantes aussi, c'est les brises soleil-solaire. On a des écoles, par exemple, qui ont des grosses problématiques à partir du printemps, où il fait très chaud. Donc qu'est-ce que font les enseignants? Ils ferment les rideaux à l'intérieur, ce qui ne change rien, puisque le soleil aura tapé sur la vitre. En plus, comme ils ferment les rideaux, il faut allumer la lumière. Donc on a tout gagné. Alors il y a des villes qui essaient de mettre des stores extérieurs, mais comme souvent, ils ne sont pas remontés, ils sont abîmés, quand il y a du vent, ils bougent, donc au bout d'1 an ou 2 ans, ils sont détériorés. Et pour intervenir, il faut une nacelle, etc. Bref, les stores, les villes n'y croient plus, c'est très compliqué pour eux. Donc l'idée, c'est de mettre un brise-soleil fixe, sous format solaire, avec les BE qui nous calculent pour que, en gros, l'hiver, quand le soleil est bas, le soleil il rentre quand même pour chauffer et pour éclairer, et à partir du printemps, quand le soleil est haut, il tape contre les brise-soleil solaires et que les classes soient longues. Voilà, pour éviter qu'ils ferment les rideaux et allument la lumière. Hein. Donc là aussi, des solutions simples, mais il faut les proposer à la ville, il faut faire visiter. Une fois qu'on en a fait un, il y a un autre directeur de service technique qui envisage, on lui propose de visiter un endroit qu'on a déjà fait, etc. Donc il y a aussi tout un volet pédagogique qui est non négligeable. Oui, attention au timing, j'avance vite, donc pour montrer qu'on peut tout faire. Là, c'était une verrière, c'est un architecte qui avait fait un préau couvert, un préau fermé. Voilà. Sauf qu'il est tout vitré, et ce préau servait pour tout un tas d'activités, sauf que il faisait très très chaud dessous. Donc l'idée c'était d'insérer des cellules solaires dans le double vitrage. Après, bon, c'est des étanchéités classiques. Voilà. Un court focus sur la géothermie. Donc la géothermie, le principe, c'est quoi? C'est qu'on va, en Île-de-France, on va environ à 1600 mètres de profondeur, nous faisons un forage, pour aller chercher de l'eau chaude à 60-70 degrés dans les cas, voire plus. Ensuite, nous avons une centrale avec des échangeurs où nous récupérons la chaleur et l'intégralité de l'eau qui est pompée est renvoyée. Hein, bien entendu, avec un écart minimum d'environ 1500 mètres, 1,5 km, entre l'endroit où vous prenez l'eau et l'endroit où vous la rejetez, pour ne pas refroidir votre réservoir. Ensuite, vous avez votre réseau de chaleur, donc c'est complètement étanche entre les deux, où là, vous avez livré la chaleur à des immeubles. Et bien entendu, il y a un troisième réseau, qui est les réseaux privatifs dans les immeubles où les gens ont un réseau de chauffage. Dans chaque immeuble, vous avez ce qu'on appelle une sous-station, vous livrez la chaleur, et après, c'est du réseau privatif. Donc là, c'est très intéressant en Île-de-France, puisqu'on a une nappe d'environ 1600 mètres, un peu plus, qui s'appelle le Dogger, où on trouve cette eau chaude, essentiellement dans l'est et le sud parisien. Mais là également, pour une ville toute seule, parfois c'est assez compliqué de monter ces projets, parce que c'est des projets très longs, avec beaucoup de permis à obtenir, des enquêtes publiques, etc. Donc là, nous, notre intérêt au niveau intercommunal,
c'est d'avoir pu lancer 5 forages sur Arcueil, Gentilly, Bagneux, Rosny-sous-Bois et Grigny. Donc Arcueil-Gentilly, on est en cours de consultation pour une délégation de service public pour faire le forage et le réseau. Et là, on est en phase de permis minier pour les autres villes, avec donc un intérêt de mutualisation. Et donc nous, notre objectif, c'est de relancer cette géothermie, puisqu'il y avait eu beaucoup de forages au début des années 80. En Ile-de-France, on a pas mal de villes, Fresnes, Maison-Alfort, ou autres, qui sont chauffées grâce à la géothermie. Des forages qui ont connu quelques difficultés, parce qu'une fois que le forage était fini, il y a eu le contre-choc pétrolier. Donc le pétrole ne valait plus rien. Donc certains immeubles qui devaient se raccorder, ils se disaient, bah non, on préfère mettre une chaudière fuel. Sauf que là, ce sont des frais fixes. Un forage, ça va être 10, 12 ou plus millions d'euros. Mais par contre, après, la chaleur, elle est gratuite, hormis l'électricité pour faire marcher la pompe. Donc après, il faut amortir et vendre de la chaleur. Donc ce sont les forages des années 80 ont vécu une période économique difficile, avec le fuel qui était devenu un concurrent très dur, et également des problèmes de corrosion. Puisque l'eau qui a été remontée n'était pas connue au début, et elle a attaqué les tubages, et parfois il a fallu retuber, en fait, rechemiser à l'intérieur. Donc ça a doublé, pas doublé, mais quasiment les coûts, et en plus ça a diminué le débit. Mais ceci dit, les villes qui se sont lancées dans les années 80 et qui ont continué aujourd'hui ont des réseaux de chaleur avec un prix de l'énergie très intéressant. Ils ont connu très clairement 15-20 ans très difficiles, mais aujourd'hui ils sont gagnants. Et donc l'idée, c'est de repartir avec de nouvelles villes qui, elles, n'ont ni forage ni réseau de chaleur, pour essayer d'amener de la chaleur renouvelable à un prix inférieur, en tout cas, au gaz, puisqu'on a une obligation d'être 5% en dessous. Plus globalement, on essaye toujours d'avoir une réflexion sur les réseaux, que ce soit électricité, réseau de chaleur ou télécom. Par exemple, dans tous nos chantiers d'enfouissement de réseaux électriques, on tire des fours aux vies pour pouvoir passer de la fibre optique après. Et je pense que ça, c'est une dimension que les collectivités elles doivent acquérir, ou elles sont en train d'acquérir au fur et à mesure. C'est que la collectivité, elle doit être actrice aussi bien en matière d'énergie que de télécom. Énergie aussi bien électricité que chaleur. Voilà. Et qu'il y a une cohérence globale à trouver. Je pense par exemple, on avait visité une Stadtwerke en Allemagne, où là, pour eux, la chaleur n'allait pas sans l'électricité et n'allait pas sans les télécoms. Pour eux, c'était logique d'avoir, que ce soit des plans de développement ou une entreprise qui gère ça de manière globale, ou plusieurs entreprises, mais coordonnées par une même entité au-dessus. Voilà. Et l'un n'allait pas sans l'autre, alors que souvent en France, on est plutôt dans l'opposition. Voulez-vous du chauffage électrique ou du chauffage gaz? Si vous tirez le gaz par là, je ne pourrais pas faire mon réseau de chaleur, etc., sans forcément cohérence d'ensemble. Et là, c'est vraiment le rôle des collectivités d'organiser cette cohérence et de permettre d'avoir l'énergie la plus renouvelable possible et la moins chère possible pour ses concitoyens. Voilà. En conclusion, et je m'excuse d'avoir déplacé, je voulais insister sur la forte complémentarité entre la MDE et les ENR. Idem que les débats, faut-il de l'éolien, faut-il du nucléaire, faut-il des gaz de schiste, etc. Il y a de temps en temps des débats, faut-il plutôt faire de la maîtrise de l'énergie ou des énergies renouvelables? Nous, on essaye de faire les deux. Parce qu'on voit par rapport à tout ce qu'il y a eu en introduction, on voit là où on en est et on voit là où on doit aller, que ça soit le facteur 4 ou les 3x20, si on n'a pas des actions fortes, tant en matière de maîtrise de l'énergie qu'en matière d'énergie renouvelable, on n'y arrivera pas. C'est évident. L'un va passer l'autre. Voilà. Et le tout, il faut être réaliste dans un contexte économique qui est très délicat, très délicat, avec une obligation, je pense qu'on a tous une obligation d'être inventif pour trouver des nouveaux modes de financement, des choses comme les certificats d'économie d'énergie ou autres, pour pouvoir faire des investissements. On prend la géothermie, c'est des investissements de long terme. Vous mettez 25-30 ans à amortir ensemble, mais c'est des investissements pour le futur. Quoi. Et aujourd'hui, parfois, c'est très compliqué d'avoir une vision long terme et d'avoir des financements long terme. Voilà. Et là, je pense qu'on se doit d'être inventif, et c'est exactement pareil pour la précarité énergétique. Quand vous devez isoler un logement, un immeuble, vous avez beau faire tous les calculs, vous n'aurez pas 3 ans de temps de retour sur investissement. Donc, il y a une priorité qui est diminuer la précarité, maîtriser nos consommations. Donc il faut qu'on se dise, ça coûte, c'est long à amortir, mais est-ce qu'on veut y aller? Si oui, comment on fait? Est-ce qu'on est prêt à investir? Voilà. Merci, puis désolé d'avoir été un peu long. Bonsoir, et merci Arnaud de ta conclusion qui fait une belle transition pour présenter
Leclerc, donc l'association pour laquelle je travaille. Donc Leclerc, c'est une fédération en fait, d'associations locales de terrain qui travaillait initialement sur la promotion des énergies renouvelables. Leclerc a 25 ans, et puis tu as dû s'adapter au gré des évolutions aussi des activités de ses adhérents pour prendre en compte et la maîtrise de l'énergie et plus récemment la lutte contre la précarité énergétique, puisque de plus en plus de structures adhérentes du Leclerc au niveau local rencontraient des problématiques liées à l'énergie auprès des ménages modestes sur le terrain très concrètement. Alors, la précarité énergétique, on s'en est soucié dans un premier temps en essayant de mettre autour de la table les différents acteurs qui étaient concernés par le phénomène et qui ne se connaissaient pas, qui ne communiquaient pas, qui ne travaillaient pas ensemble et même pas au même moment auprès des ménages concernés. Et donc, la première étape pour Leclerc, qui a commencé à travailler sur la précarité énergétique, c'était la constitution d'un réseau national qui s'appelle le réseau Rappel. C'est le réseau des acteurs contre la pauvreté et la précarité énergétique dans le logement, qui a donc été créé initialement grâce au soutien de l'ADEME. Très vite est venu dans le tour de table des financeurs la Fondation Abbé Pierre, qui reflète bien la complémentarité entre les problématiques énergétiques et les problématiques logement et les problématiques sociales. EDF, GDF Suez, et puis plus récemment la Fondation Nicolas Hulot. Donc le tour de table financeur du réseau Rappel que nous animons au Leclerc est vraiment emblématique des différents secteurs qui sont concernés par cette problématique, qui sont l'action sociale, l'énergie et le domaine du logement. Alors le réseau Rappel est animé donc à la fois par Leclerc, l'association par laquelle je travaille, et une autre association qui est basée en Ariège, Bâtiment Climat Énergie. On a plus de 600 membres maintenant, des nouvelles inscriptions tous les jours, donc ça montre bien la portée et la montée en puissance du phénomène et aussi des discours autour du phénomène, parce qu'on entend de plus en plus parler de la précarité énergétique. C'est même devenu une priorité des politiques publiques. En tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé dans le débat sur l'énergie qui s'ouvre dans les prochains mois. Et puis en fait, le principe du réseau, c'est de proposer aux membres, donc c'est une inscription gratuite, de proposer aux membres d'échanger, de mutualiser des outils, de mutualiser des expériences pour que on monte en compétences tous ensemble, sachant qu'il y a vraiment une diversité d'acteurs dans ce réseau. C'est des collectivités, c'est des services de l'État, c'est des associations, c'est vraiment très 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 varié. Voilà pour la petite présentation du réseau Rappel et de pourquoi est-ce que je viens vous parler de précarité énergétique aujourd'hui. Alors la précarité énergétique, c'est un phénomène plutôt ancien. Les premières personnes qui ont commencé à alerter sur ce problème-là en France, c'était dans les années 90, et c'était beaucoup des acteurs de l'action sociale qui voyaient souvent des ménages venir demander des aides de manière récurrente pour des impayés de factures tous les ans, et qui se sont dit, bon bah, au lieu de leur donner de l'argent, on va aller voir ce qui se passe chez eux et pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette situation. Les résultats ont été sans équivoque. Il y avait quelques dérives comportementales, mais très peu. Le problème venait vraiment de la mauvaise qualité thermique des logements dans lesquels ils vivaient. Pardon, j'ai la bouche un peu sèche. Et donc c'est depuis les années 90 qu'on a commencé à parler du problème. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, le problème a été mis sur la table, et donc des politiques publiques ont été lancées, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Il est fortement lié évidemment au phénomène qu'Arnaud a présenté, lié à l'augmentation globale des prix de l'énergie. Il est aussi lié à toutes les préoccupations environnementales, puisque des logements de mauvaise qualité, ça coûte cher, et ça coûte cher aussi à l'environnement. Et puis sur des inquiétudes sur l'évolution de la précarité, parce que globalement, la précarité, c'est la situation instable autour des situations sociales des familles, la montée en puissance du phénomène de pauvreté, des travailleurs pauvres, de l'intérim, des emplois précaires, et puis la précarité liée aussi à l'incertitude du contexte global, où est-ce qu'on va exactement vis-à-vis des questions d'énergie, sur un marché d'énergie qui est plus ou moins incontrôlable au final. Donc une émergence assez forte, et ça pose la question de l'adaptation de nos sociétés à long terme à ces questions environnementales et ces questions liées à l'augmentation du prix des énergies. Mais aujourd'hui, pour les ménages qui ne peuvent plus déjà aujourd'hui payer leur facture d'énergie, comment eux ils s'adaptent aujourd'hui, et est-ce qu'ils vont être en capacité de s'adapter déjà? Parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens de faire les travaux de payer leur facture et des travaux de rénovation des logements qu'ils devraient faire
Des fois, ils ne peuvent pas les faire non plus parce qu'ils sont locataires. Alors, l'ampleur du phénomène, en France, on n'a aucun indicateur dédié pour le moment. Il y a un observatoire national qui a été lancé au début de l'année et qui travaille à essayer de compiler un certain nombre de données sociales et environnementales, enfin des données sur l'énergie et sur les budgets de l'action sociale, pour pouvoir arriver à des chiffres un petit peu plus précis et à des profils aussi un petit peu plus précis des ménages touchés. Mais aujourd'hui, on n'a pas grand-chose en France dessus. Ceci dit, à l'issue du Grenelle de l'environnement, il y a une loi qui a été intégrée, une définition, pardon, de la précarité énergétique qui a été intégrée dans la loi. Je ne vais pas vous la lire, elle est inscrite là, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que ça met en parallèle à la fois l'action sociale, l'inadaptation des ressources, et les conditions d'habitat, un côté très technique lié au logement, et ça montre bien la nécessité pour deux mondes de sa culture et le domaine de l'action sociale, et l'univers du logement et de l'énergie, qui se connaissent pas, qui se parlent peu. En Grande-Bretagne, où ils sont assez précurseurs sur ce sujet-là, eux, ils sont rentrés par le volet santé dans la précarité énergétique. Ils ont découvert des pathologies, des maladies liées au froid chez les ménages. C'est eux qui ont apporté en France en fait, ce fameux seuil des 10% de revenus consacrés au paiement des factures d'énergie pour les ménages. Donc, eux, ils entendent ça comme une dépense et celle qui devrait permettre l'accès au confort. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une sorte d'effort d'évangélisation, d'effort d'évangélisation à faire sur les collectivités. Beaucoup n'ont même pas d'outils de suivi de leur consommation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de financement des investissements nécessaires? Que pensez-vous par exemple des contrats de performance énergétique dans ce cadre? Donc oui, d'évangélisation dans le sens que aujourd'hui l'énergie n'était pas forcément leur priorité au quotidien. Et non, je vais essayer de parler fort. L'évangélisation, parce qu'on se rend compte. Ça marche, ça marche. On se rend compte au quotidien. En fait, vous avez des collectivités où vous avez parfois un responsable fluide ou un responsable bâtiment qui est très intéressé. Et là, rapidement, il connaît ses points forts, ses points faibles, il sait où il va aller. Et il sait parfois qu'il n'a aucune chance d'y arriver ou qu'il va devoir étaler sur 5 ans ou sur 10 ans. Et d'autres fois, bon. Mais vous avez encore beaucoup de collectivités qui n'ont pas ce type de personnes. Et encore, moi, le périmètre d'action du syndicat, c'est un périmètre urbain où les collectivités sont plutôt de taille importante. Et donc, elles ont généralement ce type de responsable, mais pas toutes. Mais après, il faut voir qu'il y a 36 000 communes en France, et là, on est très 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 loin du compte. Voilà. Alors après, sur les contrats de performance énergétique, c'est toujours un sujet compliqué, que ce soit pour les collectivités ou pour les copros. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce qu'a écrit l'ARC, par exemple, sur les CPE, où ils ont essayé de voir est-ce qu'il y avait réellement un gain ou pas, quel était le maître étalon, c'est-à-dire qu'on dit que vous allez faire X% d'économie par rapport à un état initial, mais comment est pris l'état initial, comment sont mesurées les économies, quelles sont les clauses si vous dérivez, et là que ça soit une collectivité ou une copropriété, la difficulté c'est est-ce qu'au sein de la copro ou est-ce qu'au sein de la collectivité, il y aura une maîtrise d'ouvrage suffisamment forte, ou alors quelqu'un qui sera s'entourer d'assistants maîtres d'ouvrage de BE suffisamment forts pour dire ok, je joue dans ce jeu-là, mais moi je connais déjà mes consommations, je sais que là le chiffre que vous me donnez, mais il n'est pas bon, moi je veux négocier avec vous, je pars là-dedans, et je sais vers là où je veux atteindre, et je sais négocier le contrat. Donc le grand danger de ce type de contrat pour un maître d'ouvrage qui a déjà peu de connaissances en énergie et qui n'a pas de moyens, qui va se dire « Ah ben, je vais faire un CPE et tout sera résolu », c'est qu'il y a un risque qui ne résout rien, et c'est le cas sur beaucoup de sujets, où il faut réussir à avoir un dialogue gagnant-gagnant entre l'entreprise et la collectivité ou la copro, quoi. Sinon, là, les quelques exemples qu'on a pu lire, c'était malheureusement pas forcément intéressant. Mais c'est un mode de financement qui peut être intéressant. Mais encore une fois, il faut que le sujet de l'énergie monte et que les gens s'approprient, que ce soit dans les collectivités, les entreprises ou les... François Barbiche, je travaille chez Total. J'avais deux remarques ou compléments peut-être sur la précarité énergétique. La première, je pense que pour l'identification, une des raisons pour lesquelles c'est très compliqué, c'est que le phénomène touche beaucoup des personnes qui habitent dans le rural, beaucoup de personnes âgées,
qui sont dans des habitats isolés. Et ça, je pense que ça complexifie beaucoup le processus d'identification. Et puis après, pour expliquer la hausse aussi de la précarité énergétique, alors évidemment, il y a la question des prix de l'énergie, mais je pense qu'aussi il faut remonter à tout ce qui est organisation du territoire et le phénomène de la périurbanisation, qui fait qu'il y a énormément de gens qui ont dû quitter les centres-villes, qui sont installés qui ont quitté les petits appartements pour des logements individuels beaucoup plus grands, qui sont beaucoup plus chers du coup à chauffer, qui souvent en plus sont pas reliés au réseau urbain, donc ils chauffent avec des énergies chères. Et je pense que ça c'est aussi une explication importante qui sur l'augmentation de la précarité énergétique. Et encore, on ne compte pas le coût du transport qui augmente aussi en conséquence. Sur les enquêtes qui ont été faites, justement, les 10%, les ménages qui dépensent beaucoup, vous avez raison, beaucoup des propriétaires occupants, en milieu rural, des personnes âgées. Mais quand on analyse les ménages qui déclarent avoir du froid, on trouve le profil presque inverse. C'est beaucoup des locataires en milieu urbain, des familles monoparentales plutôt jeunes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut aller voir, parce qu'en fait, on connaît mal ce phénomène encore. On travaille avec des indicateurs qui n'étaient pas du tout dédiés à l'analyse de ce phénomène-là initialement, et on ne connaît pas bien. Donc on ne sait pas bien les contrôles de la précarité énergétique. Par exemple, le programme Habiter mieux a été calibré sur l'analyse des ménages qui dépensaient beaucoup pour se chauffer, donc ont un taux d'effort énergétique supérieur à 2%, mais pas sur ceux qui ont froid chez eux. Du coup, en fonction de la manière dont on regarde les choses et des étiquettes qu'on colle un peu, on va plutôt cibler dans un coin et dans un autre, en laissant de côté tous les locataires, par exemple, qui sont aussi doublement pénalisés, parce qu'ils dépensent beaucoup et en plus ils n'ont aucune marge d'action. Donc il faut vraiment aller sur place, et c'est ce qui rend effectivement le problème très compliqué. Et c'est vrai qu'on ne prend pas en compte du tout les problématiques de transport dans la présentation que je vous ai présentée, qui parfois est supérieure à la problématique de l'énergie dans le logement. Jacques Roger-Machat, j'ai été un peu gêné dans les deux exposés sur les statistiques d'énergie. On ne savait jamais, quand vous parliez d'énergie, de quelles énergies vous parliez. Si c'était les énergies dans l'habitat, j'ai eu l'impression que le deuxième exposé, c'était l'énergie dans l'habitat à l'exclusion d'énergie des transports, va-t-il sembler. On parlait d'énergie, j'ai eu l'impression que c'était plutôt souvent de l'électricité que de l'énergie en général. Donc, c'était un petit peu gênant pour l'interprétation des chiffres que vous donniez. J'ai d'autres questions. Deuxième remarque, je suis un peu gêné par ce concept de précarité énergétique. Un précaire énergétique est d'abord précaire. Il est précaire pour l'habillement de ses enfants, pour les fournitures scolaires de ses enfants, pour se nourrir. Il est précaire en général. Et puis il est précaire aussi dans l'énergie. Mais je trouve ce concept un petit peu fallacieux. Je préférerais qu'on traite la précarité, avec tout ce que ça comporte de solidarité sociale et d'aide sociale, qu'on traite le problème de l'efficacité énergétique des logements, l'isolation thermique des logements, qui est un vrai problème, et vous l'avez très bien présenté. Mais pourquoi cibler la précarité énergétique particulièrement? C'est-à-dire, il y a un truc un peu faux dans cette idée. Pour le CIPEREC, vous n'avez pas du tout parlé de Smart Energy Management ou de gestion intelligente de l'énergie. Vous avez décrit l'appui technique que le CIPEREC offre aux collectivités locales, aux communes, mais les résidents, on n'en a pas beaucoup parlé. Les consommateurs domestiques, on n'en a pas beaucoup parlé. Qu'en est-il? Est-ce que c'est laissé aux deux grands fournisseurs nationaux d'énergie, ou est-ce que vous en traitez également? Vous avez expliqué que vous étiez propriétaire des réseaux concédés à EDF, et que vous concédiez aussi la fourniture d'énergie à EDF. Ça, je n'ai pas très bien compris ce que voulait dire concéder à EDF la fourniture d'énergie. Et ma question plus précise, est-ce que vous pourriez envisager de fournir l'énergie et pas de la concéder? C'est-à-dire de vous positionner, vous ou une entité couvrant le même territoire, une entité ad hoc couvrant le même territoire,
pour se substituer à EDF et fournir l'énergie achetée sur le marché de gros, produite par énergie décentralisée, photovoltaïque, le solaire, tout ce que vous avez décrit, que vous accompagniez. Et pourquoi ne pas avoir une entité locale, régionale, qui soit elle-même fournisseur d'énergie et qui gère elle-même la demande des habitants et qui pourrait les accompagner en Smart Energy Management. Donc je trouve que vous êtes resté un petit peu trop descriptif d'un état des lieux et que vous n'avez pas suffisamment anticipé ce que le gouvernement semble ouvrir en parlant de transition énergétique, en parlant de décentralisation et de nouvelles compétences des collectivités locales, notamment, je suppose, voire j'espère, dans le domaine de l'énergie, et où vous pourriez avoir un rôle plus actif et plus considérable à jouer. D'autant que vous avez souligné dans votre conclusion qu'il y avait un problème de cohérence entre les différentes formes d'énergie sur le territoire, et je dirais de cohérence, je dirais plus loin, d'optimisation. Et je crois qu'un organisme comme le CIPEREC, ou une entité parallèle, nouvelle, qui serait à créer, serait mieux placée que les grands opérateurs nationaux qui voient ça de manière colbertiste, mais qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas équipés ne serait-ce que culturellement pour faire ces optimisations locales. Je pense qu'on a suffisamment de matière là. Je conclus en disant que vous m'avez laissé un peu sur ma faim en étant trop statique, m'a-t-il semblé, dans votre intervention. Au moins ça vous a donné faim. Oui, donc Arnaud et puis Dieu aussi. Puis je crois qu'il y a des gens qui voulaient réagir. Oui, tout à fait. Ce n'était pas un sujet qui m'avait été demandé d'être abordé aujourd'hui. Hein. Le sujet, c'était la maîtrise de l'énergie, un ou deux exemples de production à partir d'énergie renouvelable. Ce n'était pas l'aspect concession. Sur le premier point, sur les données de l'énergie, effectivement, il y a un mélange. Au début, je vous ai parlé d'énergie, donc c'était d'ailleurs en énergie primaire, c'était toute énergie, tandis qu'après, les exemples pour illustrer la pointe électrique, c'était uniquement de l'électricité. C'est vrai qu'en 3-4 slides d'introduction, c'est difficile. Et c'est un sujet aussi difficile parce que lorsque vous allez chercher des statistiques sur les différents sites, déjà vous avez des unités complètement différentes, parfois en mégawattheure, parfois en TEP, parfois en joule, etc. Et parfois quand vous faites la conversion, vous ne retombez pas sur vos pieds. Et parfois c'est pas précisé si vous êtes en énergie primaire ou en énergie finale. Et parfois vous avez un doux mélange entre l'énergie et l'électricité, d'autant plus qu'on est un pays un peu particulier où on a beaucoup de chaleur fait à partir d'électricité. Hein. En France, en gros, hein, en énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui est livrée au compteur, hein, vous avez à peu près 50% de notre énergie consommée qui nous sert au chauffage et aux chaudes sanitaires, hein, en gros. Que ça soit à partir d'électricité, de gaz, de fioul, de bois, de ce que vous voulez. Notre usage de l'énergie, c'est à peu près 50, chaque année, hein, c'est à peu près ça varie un peu, 50% de chaleur basse température, chauffage eau chaude, 35% force motrice pour du déplacement et 15% électricité spécifique, de type ordinateur, éclairage ou autre. Mais étant donné qu'on a une grosse part de chauffage électrique, parfois vous avez des statistiques en matière d'électricité qui va inclure à la fois l'usage du chauffage et l'électricité spécifique. Donc c'est vrai que c'est compliqué en 2-3 slides d'être exhaustif en matière de statistiques et de données. Donc sur la partie concession, donc on a un contrat de concession avec anciennement EDF et aujourd'hui EDF et ERDF. Donc ERDF a la partie réseau, c'est-à-dire pour nous il s'occupe de toute la partie distribution, et EDF s'occupe de la fourniture au tarif réglementé de vente. Hein, il faut voir que quand le contrat a été signé, il n'y avait pas encore de prix de marché, le marché n'était pas ouvert. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle tarif réglementé de vente, les TRV, il n'y a qu'un seul fournisseur qui peut les fournir dans le cadre du contrat de concession, c'est EDF. Voilà. Par contre, vous avez d'autres fournisseurs, dont EDF d'ailleurs, mais c'est d'autres fournisseurs, qui fournissent du prix de marché. Et vous pouvez acheter votre électricité à EDF hors tarif réglementé ou à d'autres fournisseurs. Et là, c'est en dehors de votre contrat de concession. C'est-à-dire que toutes les personnes qui achètent au TRV, on peut mener des contrôles en tant qu'autorité concédante, on peut aller dire à EDF combien vous avez fait de clients, quelle est la qualité de service, pourquoi, combien de personnes travaillent
etc. Chose qu'on ne peut pas faire chez un fournisseur qui est hors cadre régulé. Voilà. C'est pour ça que je n'ai cité que EDF pour la partie concessive, puisqu'on est en tant qu'autorité concédante, on a le droit de le contrôler et on a un contrat uniquement avec EDF. Et sur la partie de collectivités qui produisent, distribuent et fournissent, il y en a, sur à peu près 5% du territoire. Et comme vous dites, soit elles produisent, parce que beaucoup sont issus d'anciens barrages hydrauliques, hein, souvent c'était par exemple la régie de Metz, enfin, qui sont un peu connus, sont régis dans la Vienne, Gaz électricité de Grenoble, électricité de Strasbourg, etc. Donc la plupart produisent. Après, elles complètent via ce qu'on appelle l'AREN, hein, l'accès régulé au nucléaire historique, hein, la loi NOM, ou se fournissent sur les marchés également. Et donc, ces entreprises locales, qui peuvent être des SEM, des régies ou autres, s'occupent à la fois de la distribution, de la fourniture, et souvent aussi parfois du télécom, du gaz ou autre, ou des réseaux de chaleur. Beaucoup ont des réseaux de chaleur. Voilà. Hein, mais effectivement, ces entreprises ne sous-traitent pas, par exemple, à EDF, RDF ou à GRDF, etc. Elles ont par exemple la ville de Metz et les autres villes autour sont autorités concédantes d'une SEM, qui s'appelle encore Régie de Metz, mais c'est une SEM, qui s'occupe de tout ça. Donc là, la collectivité maîtrise tout de A à Z, voilà, sur 5% du territoire environ. Mais vous, en particulier, qu'est-ce que vous pourriez le faire? Alors nous, actuellement, on a un contrat qui nous lie jusqu'en 2019, un contrat qui a été signé en 1995. Donc jusqu'en 2019, si le contrat court, on ne pourrait pas le faire, hein, sauf changement. Et ensuite, la question est ouverte. C'est-à-dire que vous avez des textes européens et des textes français qui peuvent se contredire sur certains points. Et donc il y a d'énormes débats au niveau national. La plupart des syndicats ou tous sont adhérents à une fédération qui s'appelle la FNCCR, où il y a un débat sur quel avenir des concessions, quel rôle pour les collectivités dans le futur, est-ce que c'est toujours des concessions, est-ce qu'elles doivent être mises en concurrence ou pas, est-ce qu'une collectivité aurait le droit de recréer une régie ou pas. Voilà, actuellement la loi française ne le permet pas forcément, le droit européen est en train d'ouvrir un peu différemment, donc c'est un secteur qui est très mouvant. Et actuellement, on a eu très récemment une concession qui se terminait, qui était celle de la ville de Paris. Donc tout le monde suivait attentivement le débat pour voir ce qu'il allait être décidé. Mais finalement, ils ont fait un avenant de prolongation. Donc il faut attendre encore pour pouvoir répondre à votre question. Mais c'est un débat qui est vraiment au cœur du sujet, tant du point de vue d'EDF et RDF que du point de vue des collectivités, de la FNCCR, parce que ça pose tout un tas d'autres questions. Voilà. Alors, sur la partie précarité. Alors pour l'énergie qui était considérée dans la présentation, j'avais l'impression que c'était plutôt clair, puisque je parlais de kilowattheure par mètre carré par an et de frigo, et j'ai détaillé le budget que je considérais dans le tableau que je présentais, donc il s'agissait bien du logement. Si jamais c'était pas compris par tout le monde, je suis désolée, mais c'était bien le logement. Concernant le terme précarité énergétique, c'est des questions qu'on s'est posées nous aussi. Ceci étant dit, ça répond quand même à une réalité, celui de l'explosion des factures énergétiques des ménages, qui est un phénomène nouveau quand même, qui est vraiment lié à l'augmentation du prix des énergies. On est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de précarité énergétique sans précarité tout court. Je vous le dis d'ailleurs, on considère les ménages modestes, c'est une composante à la fois de la précarité et à la fois du mal logement. Ceci étant dit, intervenir sur la précarité consiste uniquement à agir sur les budgets des ménages, à leur allouer des ressources supplémentaires ou à gérer différemment leur budget. On parle de précarité énergétique parce que les solutions sont différentes. Il s'agit bien de rénover les logements en priorité de ces ménages-là. Parce que quand on parle de rénovation massive des logements, il y a fort à parier que si jamais on rénove les logements sans jamais prendre en considération dans cette thématique-là les ménages modestes et la pauvreté, les ménages qui se retrouveront les premiers dans les logements rénovés et très performants, ce n'est pas les ménages modestes. Et donc, quand on parle de précarité énergétique, on parle aussi de cette priorité à la rénovation des logements pour les ménages modestes. Mettre dans ces logements très efficaces en priorité les ménages modestes qui pourront s'adapter moins que les autres aux augmentations à venir des prix de l'énergie. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet à part entière et que le terme est bien trouvé, parce qu'il montre le volet précarité,
le volet logement et la nécessité vraiment de concilier les deux et de trouver des solutions sur les deux fronts à la fois, en priorisant vraiment les ménages modestes. Avant la prochaine question, je vais juste ajouter un tout petit témoignage, parce que je suis assez jeune, mais je suis passé du privé au public, j'étais consultant, et je vois le fossé qu'il y a entre ce qu'on peut s'imaginer quand on est dans le privé, dans le conseil, les smart grids, les compteurs intelligents qui vont jusqu'au bout. Et quand on passe dans le public et qu'on voit où les collectivités peuvent en être, là le CIPEREC, le territoire du CIPEREC, c'est des communes qui sont assez grosses, qui sont en moyenne plutôt riches, et on peut très bien trouver des communes de 100 000 habitants où c'est la croix et la bannière pour obtenir un état des lieux, simplement des contrats d'énergie qui sont payés. Il faut commencer par ça. Et c'est vrai que je peux comprendre la frustration par rapport à ça et par rapport peut-être à la difficulté à se projeter sur des systèmes à long terme, mais je pense que les témoignages qui étaient là, c'est aussi la réalité d'aujourd'hui, et effectivement on voit bien qu'il y a un fossé entre ce qu'on est capable de traiter aujourd'hui tout de suite et puis ce qu'il faudrait faire. Mais je pense que c'est intéressant de le montrer dans sa réalité. On poursuit les questions. C'est celui qui marche. On va aller un peu plus loin. Merci, Anne de citer. Le chiffre que vous avez cité, l'investissement qu'il faudrait afin de rénover en BBC le parc, ça correspond à exactement le double du montant qui a été étudié par le McKinsey Report, donc un rapport McKinsey aux États-Unis, qui a considéré que la moitié de cet investissement réduirait par la moitié les gaz à effet de serre responsables de réchauffement climatique. Donc ça couvrirait la moitié du pas promis pour atteindre cette réduction. Donc le chiffre que vous avez cité, ça serait le complet. Donc ça couvrirait l'entière diminution des gaz à effet de serre. En plus, McKinsey estime que le temps de retour brut sur cet investissement avec le coût au baril de $50, nous avons déjà dépassé les $100 le baril, là, et à 50 € le baril, le taux de retour sera entre 6,5% et 17% sur un investissement de ce genre, en taux de retour sur les économies d'énergie. Puis, pour ne pas parler de la santé des gens et de la santé de notre atmosphère. Et donc, ça c'est des chiffres qui viennent de Clean Tuesday, le mardi propre, qui se déroule à Paris à peu près 2-3 fois, peut-être 6 fois par année. Et en plus, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est des grands projets d'agglomération comme ce que le CIPEREC pourrait éventuellement collecter. C'est des communes qui ont d'excellentes risques, qui représentent d'excellentes risques, des EPSI. On n'a pas besoin d'une hypothèque. Si les communes pourraient fournir des projets d'économie d'énergie, il y a des investisseurs, notamment des institutionnels, qui sont prêts à attendre les 20 ans pour avoir un retour de ce genre, hein, sans problème. Il suffit de rencontrer les bons acteurs dans le financement de ces énormes projets. Mais il y a de l'argent à faire sur ces rénovations. Et donc il y a l'intérêt pour tout le monde d'y aller. Mais l'État français n'est peut-être pas le meilleur financeur. Donc trouvons d'autres partenaires aussi rapidement que possible. Bonjour, Sébastien Alphonse. J'ai une question. On a parlé du CIPEREC, c'est des communes qui sont regroupées de façon volontaire, c'est ça? Quelle est la question de la taille critique? On voit pour faire des choses intéressantes sur ces questions d'ENR et puis efficacité énergétique sur le patrimoine public, il y a effectivement un groupement nécessaire. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des études qui ont été faites pour voir un petit peu la taille critique pour que ça fonctionne? Est-ce qu'il faut réfléchir à l'échelle d'une agglomération, enfin de quelques agglomérations du département, de la région? Donc, premier point. Et deux, vous avez pas répondu tout à l'heure à la question de la pertinence pour une structure type CIPEREC à voir, mais de regroupement pluricommunal, départemental ou régional,
d'aller et agir sur les questions d'efficacité énergétique au niveau du logement privé. Oui, vous avez raison, j'ai pas répondu à la deuxième question, ou à la troisième, j'avais oublié là, donc je vais y répondre maintenant. Sur la partie taille critique, c'est vraiment compliqué parce que ça va dépendre complètement du sujet, de la zone où vous êtes. Si vous êtes, je sais pas, en Lozère ou sur tous les 70 000 habitants sur tout le département, taille critique c'est peut-être le département, je sais pas. Et en Ile-de-France aussi c'est compliqué parce que selon le sujet, on voit que par exemple pour la géothermie profonde, là on arrive à bien maîtriser notre sujet et à avoir comment dire, avoir des échanges fructueux avec les différents intervenants. On a 5 projets de géothermie, hein, sachant qu'un projet entre le forage, le réseau, etc., c'est aux environs de 30 millions d'euros. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Pour le solaire, cet été, on a fait 13 écoles et gymnases en solaire, plus isolation, etc. Et on sentait qu'il fallait au moins en avoir une dizaine pour réussir à tirer les prix et passer par rapport au nouveau tarif. Donc c'est vraiment en fonction du contexte, de ce que vous voulez faire, est-ce que c'est du suivi de consommation, est-ce que c'est des chantiers, etc. Ce qui est sûr, c'est que l'échelon de la commune, on sent qu'il commence à être très étroit. Il y a des échelons de com d'agglo qui peuvent être très pertinents. Dans d'autres endroits, il faut voir encore un peu plus large. Mais là aussi, ça va dépendre des sujets. Voilà. Idem le réseau de chaleur. On sent que le réseau de chaleur, maintenant, c'est difficile de le limiter à une ville. Une fois que vous avez un réseau de chaleur, vous avez tout intérêt. Alors au début, il y a les frais de premier établissement, il faut amortir, mais après, vous avez tout intérêt de le développer aussi sur les communes avoisinantes. Et là, un cadre intercommunal permet d'y réfléchir parfois plus facilement que des communes en face à face, quoi, hein, très clairement. Et donc c'est difficile de répondre à votre question de quelle est la taille idéale pour une interco. C'est vraiment au cas par cas et selon les sujets abordés. Sur la partie est-ce qu'on va donc chez le particulier? Non, on n'y va pas. Ou alors on y va de manière détournée, c'est-à-dire que finalement quand on garantit avec notre concessionnaire ERDF une qualité d'électricité, on discute avec eux sur le temps de coupure, sur les investissements à faire le réseau, etc. L'objectif final du syndicat, c'est finalement le service public et la qualité du courant qui sera délivré aux particuliers ou aux entreprises ou autres. Mais on ne va pas aller directement voir le particulier pour lui proposer des actions de MDE. Là, on n'est pas du tout dans notre rôle et on n'aurait pas les moyens. C'est ni nos missions et on n'est pas dimensionné pour. Idem pour les réseaux de chaleur. Là, nous sommes en phase de consultation. On a lancé une délégation de service public. Donc on va bientôt ouvrir les offres, on aura des entreprises qui vont répondre, qui vont nous dire je vais tirer le réseau à tel endroit, nous on va peut-être vouloir qu'il le tire ailleurs, la chaleur je peux l'avoir à tel prix, le forage va me coûter tant. Nous notre job c'est de nous appuyer sur des bureaux d'études compétents, nous-mêmes monter en compétences pour pouvoir discuter le mieux possible avec les entreprises pour que les habitants aient la chaleur de la meilleure qualité possible, avec le moins de coupures possible et au meilleur prix. Voilà. Donc finalement c'est un service à l'usager, mais on n'ira pas directement chez l'usager pour lui proposer d'isoler ou autre. Là par contre on fait ça uniquement sur le patrimoine public des collectivités et c'est déjà un gros travail en fait. On est déjà largement occupé. Voilà. Et nous notre rôle c'est on est une petite équipe, hein, on n'est pas extrêmement nombreux, c'est de savoir travailler intelligemment avec les entreprises parce que ça soit pour la géothermie ou pour le solaire, on n'a pas de maîtrise d'œuvre en interne, on n'a pas d'ouvriers en interne pour faire les travaux, mais on souhaite toujours assurer une maîtrise d'ouvrage forte avec des ingénieurs compétents et ça rejoint un peu la question du CPE, on va pouvoir maîtriser nos sujets, en impulser des nouveaux et les smart grids c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en interne, mais c'est pas pour ça que le CIPEREC va faire directement un chantier. On participe au groupe de travail, soit dans des groupes en interne, soit avec des entreprises quand on a des groupes entreprises collectivités, hein, parce que tout ça a du lien. Et nous en interne on a une grosse réflexion de lien entre les réseaux télécoms, les réseaux de chaleur et les réseaux d'électricité, parce que tout ça c'est intimement lié. Voilà. Mais non, on va pas directement faire des travaux, des propositions de travaux aux particuliers. Par contre, on est garant un peu du service énergétique qu'il leur est apporté en tant qu'autorité concédante. Encore des questions? Monsieur, ça fait longtemps. D'accord.
Oui, bonsoir, Damien Bourreau. J'étais vraiment intéressé par vos deux exposés, là, qui étaient très concrets et qui montrent bien la vraie légitimité d'intervention des collectivités locales là, sur les questions d'énergie. Parce que bon, on continue à se poser un peu la question sur quel est le champ d'intervention qui devrait être celui des collectivités locales dans ce domaine. Ma question c'est, on demande aux collectivités de faire beaucoup d'études, les plans climat, territoriaux, les schémas régionaux, des agendas 21. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir plus certains leviers d'action, plus concrets, d'intervention dans la gestion? Est-ce que des idées comme un service public de la maîtrise de l'énergie, c'est des idées qui circulent, qui pourraient avoir un sens? Voilà. Question un petit peu ouverte. Vous avez entièrement raison, hein, on peut s'interroger. Certaines communes n'avaient pas fini leur agenda 21, qu'il a fallu faire des PCET. Donc certaines ont réussi à le transformer. Et puis vous avez des communes qui ont fait des PCET, mais parfois vous aviez une échelle un peu plus large qui faisait également son PCET. Et parfois il n'y avait pas toujours la cohérence, faute de temps, etc. Et puis maintenant vous avez les SRCAE, schémas régionaux climat et énergie. En même temps, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est vrai que par moment on a besoin de fixer un objectif. Alors peut-être que la maille communale pour le PCET n'était pas la bonne maille, hein, mais on a besoin, pour pouvoir dire aujourd'hui que les 21% on ne les a pas atteints, c'est parce qu'ils ont été fixés en 2005. Donc on avait un objectif, on ne l'a pas tenu, on en tire les leçons, est-ce qu'on veut ou pas des renouvelables et dans quel pourcentage? Donc c'est un peu l'intérêt par exemple en Ile-de-France du SRCAE, donc il est en projet, il est en consultation. J'ai lu par exemple pour la géothermie, j'ai converti en gigawattheure en nombre de forages, ça fait 35 forages à faire. C'est-à-dire déjà que tous les existants ils soient renouvelés quand il va à bout de terme, et 35 nouveaux. Quand je vois la difficulté d'en faire 5 et les coûts, je dis bah parfait, c'est un bel objectif, mais en fait c'est écrit très clairement. Ils ont leur objectif de 23% de NR en 2020 et de facteur 4 en 2050. Ils ont mis en chaleur, électricité, etc. ce que ça implique, avec uniquement les techniques connues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire on va réussir à développer, je ne sais pas, à partir des algues, des nouveaux processus, etc. Tout ce qui est connu, comment on fait pour y arriver. Et donc, en matière de chaleur du sous-sol, il faut faire 35 forages. Donc, ça représente un montant conséquent et ça nous fixe un objectif. Et c'est vrai que je pense que ces différents schémas et plans ont intérêt là-dessus. On sait où on veut aller, après on n'ira pas, mais au moins c'est opposable. Enfin, c'est opposable pas juridiquement, mais voilà, ça nous fixe un cap. Et en plus, 2020-2050, c'est un cap qui a du sens, parce que quand vous avez un cap que sur 3, 4 ou 5 ans, c'est très court. Donc développer des projets, de les financer, de les réaliser, de l'exploiter. Voilà. Et après, sur le service public de la maîtrise de l'énergie, il y est quand même en partie, notamment nous dans notre contrat de concession avec EDF et RDF, dans le contrat est inclus très précisément les objectifs, un objectif général très précisément, il n'est pas chiffré, mais c'est écrit à plusieurs endroits que l'objectif c'est de maîtriser les consommations d'énergie, hein, c'est dans notre contrat avec nos concessionnaires, et maintenant bien entendu c'est jamais aujourd'hui des autorités concédantes, que ce soit en électricité ou dans d'autres sujets comme la chaleur, signe des nouvelles DSP, c'est évidemment que le paragraphe sur la maîtrise de l'énergie va être beaucoup plus développé avec beaucoup plus de choses beaucoup plus concrètes et des objectifs beaucoup mieux chiffrés, quoi. Nous, c'est la réflexion qu'on va avoir en cours sur nos DSP en géothermie. C'est quel service de MDE doit être apporté par l'entreprise, et ça sera un service public, hein, puisque c'est nous l'autorité concédante, même si c'est une entreprise privée qui le fera, c'est une délégation de service public. Voilà. Mais c'est évident que c'est un des enjeux aujourd'hui, c'est ce service public de la maîtrise de l'énergie. En gros, si je reprends un réseau de chaleur, c'est comment intéresser l'entreprise qui vend du mégawattheure à en vendre moins. C'est un peu paradoxal, mais du coup, peut-être qu'il va augmenter, parce que quand vous avez un réseau de géothermie, vous n'êtes pas à 100% en géothermie. On va être à 60, 70%. Le reste, c'est du gaz et de... Le reste, c'est du gaz et de l'électricité. Donc finalement, s'il arrive à diminuer certaines consommations et créer les pointes, il va mieux valoriser sa géothermie,
et donc diminuer sa consommation de gaz. Donc il peut avoir un intérêt économique. Mais il va pouvoir aussi, une fois que le premier établissement aura commencé à être amorti, en profiter pour étendre son réseau de chaleur et relier d'autres copropriétés, d'autres bâtiments, etc. Donc il y a un moyen d'intéresser dans le cadre du service public de l'énergie l'entreprise privée qui vend du mégawattheure. Voilà. Donc ça y est déjà dans notre contrat d'électricité, mais de manière générale, pas détaillée. Et je pense qu'aujourd'hui, ou en tout cas j'espère, une grande majorité de collectivités, que ce soit une DSP, en bois énergie, en géothermie, en ce que vous voulez, a des objectifs plus détaillés. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Quel service de MDE et comment l'opérateur se paye pour vendre moins de mégawattheures. Je propose qu'on prenne une dernière question. Christiane, tu as un joker. Mais après, on va ouvrir le buffet, je pense, rapidement. Parce que... Quel autre syndicat existe en France? Est-ce que vous représentez une minorité, syndicat comme le vôtre? Oui, il y en a beaucoup maintenant sont à l'échelle d'un département. Toutes les communes du département. Alors parfois vous avez des cas particuliers où la commune centrale, la préfecture n'est pas adhérente au syndicat, mais bon, on est en voie de départementalisation, c'est-à-dire que la plupart des syndicats progressivement couvrent l'ensemble d'un département, mais il existe encore des départements où vous avez 5, 10, 15, 20 ou plus syndicats dans un même département. Ça existe, voilà. Mais la logique, le sens de l'histoire, c'est on va vers la départementalisation, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, comme vous l'imaginez, dans certains endroits où historiquement, il y en a eu plusieurs, il faut se regrouper. Mais la proportion des communes qui sont touchées par ces syndicats, c'est la grande majorité, quasiment toutes, oui. Quasiment toutes. Vous avez des communes toutes seules, Lyon est tout seul, vous avez la ville de Paris est toute seule, mais Paris est un département, etc. Donc vous avez toujours des communes seules, ou parfois vous avez un syndicat où vous avez 2 communes dedans. Donc ils ont un contrat de concession avec EDF et RDF pour 2 communes, ça peut arriver, mais globalement on tire vers les 100%. C'est l'idée, mais c'est pas encore bien structuré, là ça va vers la départementalisation. Dernière question. Bonsoir, Blanche Berton, responsable du développement durable et du mécénat. J'aurais souhaité savoir pour... J'ai eu pas mal de discussions avec des communautés, des régions, des départements ou des communes, des OPH, et puis dans ma nouvelle fonction justement de responsable du développement durable et du mécénat, des discussions avec des associations. J'ai l'impression que le maillage du territoire en termes de visite des personnes chez elles est énorme. Il existe déjà, on a l'impression que c'est des personnes qui sont visitées quasiment tout le temps. C'est mon impression. Après, on peut en discuter, mais ce qui m'a semblé plus dur, par contre, c'est qu'il y ait une remontée de l'information. Tout au moins qu'on utilise les personnes qui vont visiter ces personnes, on les forme en amont pour pouvoir leur faire un espèce de diagnostic rapide de précarité pour ensuite faire remonter l'information, qu'elle soit regroupée. Donc, quand je voyais les chiffres, je me disais oui, il y a effectivement des développements à faire sur le terrain, mais pour moi le terrain est déjà pas mal investi. Ce qui me semblait plus important, c'était plutôt de recenser les informations, de former les personnes qui sont déjà sur place. Et puis je me demandais pourquoi on ne passait pas non plus par des questionnaires tout simplement. Enfin, c'est d'ordre très pratique. Je me pose la question parce que nous-mêmes nous souhaitons intervenir du côté du mécénat, donc je me demandais si sur la précarité énergétique on pouvait pas faire quelque chose. Alors, non, sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de visites à domicile, il y en a même de moins en moins. En fait, les travailleurs sociaux se déplacent de moins en moins à domicile parce que c'est souvent des femmes, sont complètement débordées par tout un tas de problématiques. Et en fait, il y a de moins en moins de personnes qui vont chez les ménages, si ce n'est encore les facteurs, des fois, dans les milieux ruraux, ou les infirmières à domicile, les aides à domicile. Donc ça, c'est effectivement des personnes qu'il faut sûrement mobiliser pour réussir à identifier le panel de ménages qui sont touchés par la précarité énergétique. Mais vous devez discuter avec des bons interlocuteurs parce que non, dans les faits, justement, il n'y a pas assez de visites à domicile. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'associations en fait. Oui, il y en a de plus en plus qui se mobilisent là-dessus parce que pour faire fonctionner le programme Habiter mieux au niveau national, il faut identifier ces ménages pour pouvoir les mettre dans la route. Donc ça se développe. Et là où vous avez par contre parfaitement raison, c'est que ce qui manque vraiment beaucoup sur le terrain, c'est de la coordination entre les gens qui vont encore à domicile, justement,
et ces personnes qui portent des programmes de lutte contre la précarité énergétique. Il y a quelques endroits où il y a des espèces de guichets uniques téléphoniques qui sont mis en place et justement les infirmières, les aides à domicile sont invitées à appeler et à dire bon bah là moi j'ai été chez quelqu'un, il fait très froid ou des choses comme ça, toujours avec l'accord du ménage. Mais c'est pas gagné parce que c'est très long justement, c'est faire travailler ensemble des gens qui ne travaillent pas ensemble habituellement, vraiment. Acteurs de l'énergie, acteurs du logement encore, oui, mais les travailleurs sociaux ils sont assez méfiants justement pour travailler avec des gens qui vont aller justement chez... C'est assez intrusif comme méthode. Et donc du coup ils veulent vraiment bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce genre de programme. Il faut bien expliquer longtemps. C'est pas toujours évident, ils ne comprennent pas toujours non plus les enjeux puisque c'est noyé dans un ensemble de problématiques. Ils disent ben oui, pourquoi l'énergie particulièrement et pas l'alimentation, la santé. Donc c'est assez compliqué de mobiliser la base encore. Et pour l'histoire des questionnaires, juste pour vous répondre, c'est la question. Il y avait des tarifs sociaux qui existaient pour les ménages modestes. Il y a 2 millions d'ayants droit, c'est-à-dire qu'ils ont une réduction sur un certain nombre de kilowattheures pour l'électricité ou pour le gaz, si jamais ils sont en tarif réglementé. Vous aviez 2 millions d'ayants droit en France et 300 000 demandeurs. Donc c'est juste que c'est très stigmatisant en fait d'aller demander de l'aide. Il y a des tas de ménages qui ne veulent pas aller demander de l'aide, qui ne veulent pas dire moi j'ai besoin d'aide, je m'en sors pas. Il y a souvent de la honte, beaucoup de sentiments de responsabilité aussi, ils croient que c'est de leur faute, qu'ils font quelque chose de mal et tout. Donc c'est pour ça aussi, pour nous ça peut nous paraître évident, oui il y a des dispositifs, pourquoi ils ne vont pas les demander, mais ils sont déjà beaucoup stigmatisés, c'est de l'assistanat, c'est des choses comme ça. C'était pas sur les dispositifs, c'était plutôt sur l'espèce de diagnostic de performance de leur bâtiment aussi. Je propose qu'on poursuive. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe chez eux. Merci beaucoup à tous et on va...